Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Jean-Éric Valli, il est président des Indés Radio, Groupe 1981 et Radio Player France. Bonjour Jean-Éric. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours pour commencer? Voilà, faut que je fasse un résumé en très accéléré. J'ai commencé comme animateur de radio en 1982, et puis comme il fallait trouver des financements pour la radio, j'ai fait commercial, j'ai fait directeur commercial, j'ai fait directeur de radio, et puis on est parti dans le développement d'autres groupes. On a 10 radios aujourd'hui. Et chemin faisant, on a aussi fondé le GIE Les Indés Radio. Donc, je suis l'un des cofondateurs du groupement Les Indés Radio qui fédère à peu près toutes les radios indépendantes de France. Et puis, depuis 2 ans et quelques, je suis président de Radio Player France qui est une plateforme qui fédère les principaux groupes radio en France, qui sont les actionnaires de cette plateforme et qui diffuse à peu près toutes les radios françaises. Ok, Radio Player France existe depuis combien de temps maintenant? Depuis un petit peu plus de 2 ans. Un petit peu plus de 2 ans. Et il regroupe donc combien de radios en fait inscrites à sa base? Alors, il y a 230 radios. Il y a à peu près 700 web radios qui sont les web radios éditées par ces radios. Et il y a environ 200 000 podcasts, donc qui sont des podcasts produits par l'ensemble de ces radios. Oui, le podcast se développe énormément. Donc, vous avez misé également sur le podcast. Oui, c'est important parce que c'est une manière d'écouter ou de réécouter la radio. Il y a pas mal de podcasts qui sont déclinés à partir des émissions diffusées sur les antennes. Et puis il y a aussi des podcasts qu'on appelle natifs. En fait, il y a un chemin qui est: je diffuse à l'antenne une émission, je la transforme en podcast. Et il y a un chemin inverse aussi qui commence à se développer aujourd'hui, c'est: je fabrique un podcast et ensuite je diffuse à l'antenne. Il y a les deux chemins qui sont différents, mais qui finalement amènent au même résultat. Ce sont de nouvelles opportunités d'écouter l'audio des radios. Alors aujourd'hui, la radio, comment elle se porte? La radio, elle se porte très bien, parce que quand vous regardez les audiences globales, il y a à peu près 10 ans, il y avait 42 millions d'auditeurs. À la veille du Covid, il y avait encore ces 42 millions d'auditeurs. On est descendu à l'occasion du Covid à 38 millions. On est remonté à peu près à 40 millions. Mais pendant ce temps-là, il y a 2,5 millions de gens qui se sont mis à écouter la radio en replay. Donc, si vous faites 40 plus 42, vous retrouvez votre chiffre. 40 plus 2, pardon, vous retrouvez votre chiffre de 42. Et l'audience des radios... Finalement, c'est... Oui, pardonnez-moi, oui. Oui, pardon. Le public a toujours une appétence pour la radio, pour l'univers de la radio. Ce sont les modalités d'écoute qui évoluent. Parce qu'en effet, vous n'êtes pas obligé d'écouter en direct. Vous pouvez aussi écouter à d'autres moments des émissions que vous pouvez pas écouter au moment du direct. Donc c'est un volume d'audience finalement qui varie très peu. Et le persona radio, il a bougé lui ou pas? L'auditeur, Oui, l'auditeur, oui. l'auditeur, il a un petit peu vieilli parce qu'il y a une partie du public jeune qui consomme pas la radio ou très peu la radio. Je crois pas que ça soit quelque chose de permanent. C'est aussi lié à l'offre de la radio et ça m'amène sur un sujet qui est le mode de diffusion de la radio. On a mis beaucoup de temps à passer au DAB+. On est en train de le faire. Il y a maintenant, on doit être à peu près à 50% de la population qui est couverte en DAB+. Donc le temps que les gens achètent des postes de radio DAB+, ça crée une petite inertie. Et je pense que ça, le son digital sur un poste de radio, ça a manqué au public jeune qui a pris l'habitude d'écouter avec un casque sur son téléphone un son digital par Internet. Donc c'est une offre qu'on faisait pas et qu'on se met à faire. Donc je pense qu'on a perdu du temps et ça, à mon avis, ça a contribué à éloigner une partie du public jeune de la radio. Ce qui veut dire que la radio aujourd'hui a atteint une certaine maturité au niveau de ses programmes. C'est plus des programmes adultes qui marchent? Non, c'est la radio. Alors les études d'audience, elles commencent à 13 ans sur la radio, donc je ne me prononcerai pas sur les gens qui ont moins de 13 ans.
Mais elle est toujours écoutée par un public qui va de 13 ans jusqu'à, on appelle ça les 13 ans et plus. Elle est écoutée par un public très très large qui est très représentatif de la population française en réalité. Donc même s'il y a un peu moins de jeunes, il y a quand même des jeunes et ensuite ça va jusqu'à toutes les tranches d'âge. Pourquoi? Parce que vous avez plein de formats de radio différents. Donc tous ces formats différents amènent à des publics différents une occasion d'écouter. Donc c'est un média qui concerne tout le monde. Et la radio du futur, je me rappelle du livre de Pierre Bélanger qui portait ce nom-là, la radio du futur. Comment vous la voyez, la radio du futur, Jean-Éric? C'est difficile de se prononcer là-dessus parce que je crois beaucoup à la réactivité. Donc en fait, en fonction de ce que l'on ressent de notre public, que l'on ressent des nouvelles technologies, des opportunités qu'offrent les nouvelles technologies, on fabrique la radio en fonction de ça. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est que la radio, elle amène une dimension humaine très importante. Quand j'écoute une radio, je sais que des millions de gens écoutent ou des milliers ou en même temps que moi. Donc je suis pas tout seul. Je suis dans une humanité. Je partage quelque chose avec d'autres personnes. Ensuite, quand j'écoute à titre personnel la radio, j'ai un être humain qui me parle, qui est présent. Je suis pas tout seul non plus. Donc il y a une dimension extrêmement humaine de la radio. Je pense que c'est pour moi beaucoup ça, la radio du futur, supportée par la bonne technologie. Donc le DAB, l'écoute sur Internet. Voilà, c'est l'alchimie entre le programme humain que vous faites et le support technologique adapté pour être conforme aux besoins de consommation des auditeurs d'aujourd'hui. Alors vous me donnez l'enchaînement, Jean-Éric, concernant effectivement justement les modes d'écoute, parce que les constructeurs comme les constructeurs automobiles misent tout maintenant sur les postes à réception effectivement d'Internet, quoi. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut pas confondre le langage marketing qui permet d'envoyer un message aux gens très simpliste, on leur donne une information, on va vendre un produit, on vend un produit complexe qui est une voiture, on va pas détailler l'ensemble des qualités de cette voiture. Si vous devez faire cette liste-là, c'est un peu la liste quand vous choisissez les options d'une voiture, c'est assez fastidieux. Donc le message publicitaire, la communication sur un produit complexe comme une voiture, ça va être très sélectif. Donc on va avoir tendance à parler de la radio connectée, de la voiture connectée, donc sous-entendu la radio connectée. En réalité, dans une voiture, vous avez toujours un poste de radio, vous avez toujours une réception radio, parce que c'est gratuit pour l'auditeur, c'est gratuit pour le constructeur, il paye pas des datas. C'est un système extrêmement peu coûteux en énergie. Hein, on parle beaucoup de la problématique d'Internet qui consomme énormément d'énergie, mais d'une façon qui est devenue considérable, qui devient inquiétante. Donc pour écouter la radio, c'est tellement simple d'avoir un simple récepteur de radio. Donc ce qui manquait un peu aux constructeurs automobiles ces dernières années, c'est d'avoir d'un côté la réception DAB+, et puis de l'autre côté un agrégateur comme Radio Player. Maintenant, on a signé des accords avec Chrono, par exemple, avec Stellantis. Radio Player à l'échelle de l'Europe, c'est signé avec BMW, avec Volvo, je crois avec Mercedes. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Donc vous avez cette technologie dans la voiture qui est multiple. Mais maintenant, pour décrire tout ça, on choisit un terme, c'est voiture connectée, c'est bien plus simple que d'expliquer des tas de subtilités. Mais en vrai, aujourd'hui, dans une voiture moderne, vous avez désormais le DAB+, vous avez l'AFM, le DAB+, et Internet. Alors on parle bien souvent un peu de façon chimérique de la fin de la FM avec le remplacement effectivement par le DAB+. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, je pense que quand on s'adresse au grand public, c'est-à-dire à des millions de gens, et tout à l'heure je vous citais le chiffre de l'audience de 40 millions de personnes tous les jours, ça veut dire en gros on s'adresse à peu près à tous les Français finalement. Vous êtes dans un phénomène d'inertie. Il a fallu à peu près presque 40 ans pour que les grandes ondes s'arrêtent. Elles se sont arrêtées il y a très peu de temps, les grandes ondes. La diffusion en grandes ondes s'est arrêtée il y a très peu de temps. La FM, ça va mettre beaucoup de temps à s'arrêter.
Et il y a un turnover tous les ans. Il y a 7 millions de postes de radio qui sont vendus. Il y a une progression cette année de 24% de vente des postes de radio. Donc, on va dire que on va peut-être arriver à un rythme à moyen terme de 10 millions de postes de radio vendus. Donc, ça veut dire il faut quelques années pour que tout le monde ait un poste DAB+. Aujourd'hui, il y a à peu près 6 postes de radio en France, 6 postes FM par foyer. Donc, d'ici à ce qu'on arrive à un poste de radio par foyer, c'est quelques années. Par voiture, c'est un peu plus rapide. Mais d'avoir vraiment remplacé tous les postes dans un foyer, et faut-il les remplacer tous, ça va prendre un peu plus de temps. Donc vraiment, la FM, on n'a pas d'objectif d'arrêt de la FM parce que pour moi, c'est le grand public qui décide s'il a décidé de ne plus écouter la radio par la FM. Alors vous qui avez été directeur de radio et animateur radio également, avant quand on voulait faire de la radio, c'était assez simple, on allait voir effectivement une radio, on faisait un essai et puis ça passait ou ça passait pas. Aujourd'hui effectivement pour faire de la radio, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire une grande école comme le Studio École de France où effectivement on peut encore passer je dirais par un essai parce qu'on a une bonne voix, parce que effectivement on a une certaine forme de personnalité ? Alors, c'est quand même devenu un métier. Et si vous connaissez rien du tout à ce métier, c'est pas une question de voix. C'est une question de savoir-faire, de comment j'utilise ma voix, pendant combien de temps je parle, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. C'est quand même un métier. Donc, c'est préférable de passer soit par une école, soit par une radio associative, qui elle va être plutôt demandeuse de bonne volonté. Et donc, son critère de recrutement, ça va être plutôt sur le temps disponible que sur la qualité en elle-même. Encore que ça ne doit pas être vrai pour tous les horaires, je pense, pour tous les créneaux horaires. Mais sinon, une école, c'est bien. Alors, en même temps, je vous dis ça, je pense que si on fait un métier ou un travail dans le domaine de l'animation, j'anime un groupe de personnes, j'anime une salle des fêtes, j'anime des lieux qui sont confrontés à un public, j'anime une association, etc. Ça peut être intéressant de postuler parce que la radio, tout à l'heure j'évoquais la question humaine, je pense que la radio elle a besoin d'avoir des gens qui sont pas trop formatés aussi. C'est un peu le défaut de maîtriser totalement le métier, c'est qu'on est formaté. Si on est un peu décalé par rapport à ce formatage, c'est intéressant pour l'auditeur, j'entends une voix un peu dissonante. À charge après pour le patron de la radio de savoir se dire je vais prendre des gens un peu formatés parce que techniquement je sais qu'ils sauront faire et en même temps je vais prendre des gens pas très formatés qui vont être pas forcément totalement pointus sur la technique radio mais qui vont être très intéressants sur le contenu, sur le vécu. Qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je peux raconter aux auditeurs en faisant partager ma vie, mon émotion sans raconter ma vie, c'est un peu plus subtil que ça mais partager mes expériences, c'est quelque chose qui est très sympa à l'antenne, ça. Donc voilà, c'est un peu, pour moi, c'est un équilibre un petit peu entre les deux. Donc, je pense que le parcours, il peut être scolaire, mais il peut être aussi professionnel parce que de par mon métier, je suis au contact d'un public, je sais m'exprimer auprès de ce public. De par ma vie, j'ai vécu beaucoup d'expériences intéressantes, et parfois des expériences difficiles. J'ai un vécu et ce vécu, il va transpirer sur l'antenne si vous faites de la radio. Donc pour moi, il y a les deux catégories de gens qui peuvent postuler. Je reviens à Radio Player France. Donc aujourd'hui, l'écoute moyenne de Radio Player, elle a quelle identification ? Aujourd'hui, on a à peu près 3 millions d'écoutes par mois, entre 3 et 4 millions d'écoutes par mois selon les mois, qui tournent autour d'une demi-heure. Donc on est à peu près dans les normes de la consommation sur Internet, qui est plus courte que quand on écoute un poste de radio en voiture ou à la maison. C'est pas le même fonctionnement. Et ça représente l'écoute d'une grosse radio nationale quelque part, vous voyez. Mais on est au début de Radio Player. Radio Player remplit la fonction d'offrir un moyen d'écoute de la radio par Internet qui est maîtrisé par les radios. Donc on est un peu dans notre projet. Et vous parliez d'interactivité tout à l'heure, vous mettiez l'accent sur l'interactivité, c'est quelque chose que vous appréciez beaucoup. Sur Radio Player, est-ce qu'on peut effectivement voter pour des titres qu'on aime bien ? Est-ce qu'il y a une interactivité justement entre
entre le support et celui qui écoute? Alors, non, pas directement. C'est comme un poste de radio dans sa version digitale. Vous avez toutes les radios, vous avez leur podcast, vous avez leur web radio, vous avez une description des programmes, des informations sur les animateurs et les journalistes. Il y a tout un contenu descriptif de la radio, il y a la mise à disposition de toute la production audio de la radio, mais vous intervenez pas vers la radio. Si on veut intervenir vers la radio, il vaut mieux utiliser l'application de la radio en question ou le site internet de la radio en question, parce que là, il y aura beaucoup plus de propositions. Souvent, les auditeurs qui adorent une radio, ils vont utiliser l'application ou le site internet de cette radio-là pour la consommation sur Internet. Ils vont utiliser un poste de radio, évidemment, pour la consommation dans d'autres circonstances. Et pour les autres radios qu'ils écoutent moins souvent, ils vont utiliser un agrégateur. Donc, ce sont deux usages complémentaires, en vérité. L'agrégateur, où vous avez beaucoup de radios, ou toutes les radios, et de l'autre côté, la plateforme vraiment spécifique de la radio en question. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi de la régularité et puis de la fidélité de l'auditeur. Moi, je sais que dans ma jeunesse, j'écoutais beaucoup Énergie, donc j'écoutais le matin, effectivement, avec Denis Balbir, Starter. J'écoutais ensuite, effectivement, Mitsu. J'écoutais Marc Scalia avec le Star Match. J'écoutais, effectivement, les disques allemandes avec également l'animateur du soir. Cette régularité-là, on la retrouve plus en radio aujourd'hui. L'écoute, elle est très segmentée et parsemée. Écoutez, non, elle n'est pas tant que ça, parce que dans l'étude de référence de médiamétrie, vous avez à peu près 1,5 radios écoutées par jour. Ces gens sont relativement fidèles à une radio. Ils peuvent zapper entre 1 et 6 radios à peu près. Ça va pas tellement au-delà. Et quand on prend la mesure automatique, donc qui elle va capter d'autres moments d'écoute qu'on n'a pas forcément gardé en mémoire, on est à 2 radios et demie par jour. Donc oui, c'est quand même il y a quand même une certaine fidélité à la radio qu'on aime bien, ou aux 2 radios qu'on aime bien. Il y a quand même une certaine fidélité. C'est un peu le phénomène du poste de radio. C'est-à-dire quand vous avez un appareil qui est dédié à un usage, vous avez plus de facilité à fidéliser les gens que si vous êtes sur un appareil qui est multi-usage. Donc, quand vous écoutez via un poste, vous écoutez la radio. Quand vous écoutez via Internet, vous pouvez écouter la radio, puis tout d'un coup, vous dites que vous allez regarder Netflix, ou tout d'un coup, vous dites, tiens, je vais regarder le site de ma banque, je vais me concentrer sur les chiffres, je vais baisser le son, ou je vais couper le son. C'est pas, vous voyez, là, on part dans quelque chose qui est complètement différent. C'est pour ça que c'est très important pour les radios d'avoir le broadcast, c'est-à-dire d'être diffusé en direction des postes de radio, et puis de l'autre côté d'être présent sur Internet, parce qu'Internet c'est un immense marché et que bien évidemment il faut être présent sur ce marché. Mais aujourd'hui vous avez que 15% de l'écoute, enfin je crois que ça doit être précisément 17% de l'écoute qui se fait par un support multimédia, c'est-à-dire un support digital, et tout le reste se fait encore par un poste de radio FM. D'accord. Lorsque le DAB sera monté en puissance, vous aurez peut-être dans un premier temps vous aurez peut-être 40% par le DAB, 50% par la FM et le petit 10% qui reste par Internet. Parce que c'est aussi une question d'habitude, donc ça préserve la FM pour un certain temps, et une question de simplicité d'écoute, donc ça favorise le DAB. Bah oui. Au détriment d'Internet. Oui, je comprends. Ouais. Au niveau des web radios, alors vous parliez effectivement qu'il y avait des web radios à l'intérieur de Radio Player, mais qu'est-ce que vous pensez des web radios en dehors effectivement des web radios FM, des web radios qui appartiennent à des groupes, les web radios d'un particulier, la web radio effectivement on parlait de contenu tout à l'heure. Est-ce que il n'y a pas une certaine forme de révolution dans ces 48 000, 50 000 web radios en francophone qui pourrait amener aussi un ton nouveau au niveau de la radio? Généralement, une web radio, c'est un ordinateur qui tourne tout seul. Il n'y a pas d'être humain qui intervient. Donc, il y a très peu de web radios qui ressemblent à des radios, en vérité. Donc, quand on dit 50 000, vous pouvez peut-être en enlever 49 950. Il y a plein de web radios qui sont pas des radios.
Il n'y a pas la vie qu'il y a sur une radio, il n'y a pas la régularité, il n'y a pas le rafraîchissement de la programmation qui se fait tous les jours dans une vraie radio. Il n'y a pas de construction de programme. Voilà, c'est plus une logique d'automate. J'ai fabriqué des horloges, j'ai choisi des disques et je fais tourner ça. Donc ça veut dire qu'il y a une immense dilution de l'audience autour de ces acteurs-là, qui ensemble représentent certainement une audience, mais qui un par un représentent des queues de cerises. Donc il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de rentabilité, donc il n'y a pas d'investissement possible en matière de programme, etc. Donc je suis assez comment dire, c'est pas une vraie évolution, c'est pas une vraie réponse. Je pense que si on regarde le marché globalement de l'audio, vous avez un mass média qui est la radio, qui organise un spectacle quotidien à travers les programmes qu'elle propose aux gens. Donc il y a une construction intellectuelle qui produit un résultat. Vous avez des podcasts, mais là aussi il y en a des milliers, il y en a quelques-uns qui réussissent, quelques-uns qui ont une audience, qui ont une notoriété et une audience. Et puis vous avez des web radios. Voilà. Mais c'est pas un vrai produit, une web radio. On est un peu le cul entre toutes ces chaises. Vous voyez, c'est pas quelque chose de décisif. Je vais faire une comparaison. À une époque, on pouvait se créer son petit site personnel sur Internet. C'était un blog. Et il y avait des milliers de blogs. Et quelques blogs dont on entendait parler. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu les réseaux sociaux. Et puis, on a ouvert un compte sur les réseaux sociaux, on a arrêté de faire des blogs. Et c'est fini, les blogs. Bah, bien sûr, il en reste, parce que c'est quoi la différence entre un site Internet, un blog? Bon, voilà, c'est une petite subtilité. Parfois, on voit pas trop la différence. Donc, certainement, il y en a qui sont devenus des sortes de sites Internet qui ont un peu pignon sur rue, parce que ceux qui les font, ils ont une aura, ils ont un contenu à dire qui est intéressant. Mais d'une façon massive, ça a plus ou moins disparu. Et ça a été changé, transformé par les réseaux sociaux, recyclé par votre compte Facebook, votre compte Twitter, etc., ou TikTok, etc. Donc je fais un peu cette comparaison par rapport aux web radios. Pour moi, il y a d'un côté des radios, il y a des podcasts. Les podcasts, le replay, c'est un petit peu la même chose. Au milieu de ça, les web radios, qu'est-ce que ça apporte réellement, voilà. La problématique, c'est quand même de pas avoir une telle dispersion que vous avez très peu d'audience pour chacun et que vous avez une économie de bénévolat. Parce que si vous fabriquez un podcast qui n'est pas suffisamment écouté, comment vous le financez? En fait, vous le financez pas. Donc finalement, vous faites un métier sans faire le métier qui repose sur l'idée que, heureusement, vous avez un travail à côté pour pouvoir financer un hobby. Bon, ben là, on n'est pas vraiment dans une construction extrêmement pérenne. Oui, c'est vrai que... C'est vraiment là où il y a une frontière. Il y a une frontière très forte entre des médias qui touchent beaucoup de gens et qui ont une responsabilité. J'insiste beaucoup sur le mot responsabilité. On dit pas n'importe quoi sur un média, on fait pas n'importe quoi, et un média, il paye ses charges. Il paye les salaires, il paye les charges sociales, et il paye les droits d'auteur. Et puis vous avez un univers d'Internet qui profite à quelques GAFA, qui récupère les fruits de tous ces millions de petits bénévoles, de petits ruisseaux de bénévoles qui fabriquent un contenu gratuit pour eux. Hein, les sites, les plateformes, les GAFA n'achètent pas le programme, en vérité. Ce sont des gens qui le font pour elles. Et ensuite, quand à des moments il faut payer des ayants droit parce qu'ils vont jouer une vraie vidéo qui a été produite, là c'est la publicité qui va le financer. Mais finalement, indirectement, ce sont les auditeurs ou les spectateurs qui financent, parce que c'est le fait qu'ils consomment de la publicité sur ces sites qui va finir par apporter un financement. Donc c'est plein de petites rivières, mais le modèle il est largement porté sur le bénévolat des gens. Hein. Et y compris quand on met à disposition nos propres contenus sur des réseaux sociaux, quelque part on fait un don à des milliardaires qui profitent de notre travail gratuitement. Donc c'est vraiment un problème. Et qu'est-ce que vous pensez de la radio filmée? Parce que ça, c'est un petit peu plus nouveau. Et c'est vrai que maintenant, quand on regarde les sites comme RTL, Europe 1, RMC et j'en passe, on a effectivement la possibilité de voir les animateurs, de voir les studios, etc. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Vous, quel est votre avis?
je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Je pense que c'est très intéressant de le faire parce qu'on a besoin de ressentir si ça a du sens ou pas. Euh, je crois que la radio, c'est d'abord l'imaginaire. C'est comme quand vous lisez un livre, vous imaginez les personnages, et quand ce livre est porté à l'écran, vous êtes un peu déçu. 9 fois sur 10, vous êtes un peu déçu. Parce que le film n'arrive pas à transposer 100% de l'histoire que vous avez lue. Et le film vous déçoit sur le casting, sur les voix des acteurs et des actrices par rapport à ce que vous aviez imaginé dans votre tête. Et en fait, dans votre tête, vous imaginez quelque chose d'infini. Et dès qu'on le transpose avec de l'image et l'image sur un écran, et ben ça devient un petit univers fini, bien encadré dans une dimension. Donc la radio, quand vous écoutez une voix, vous imaginez quelque chose d'extraordinaire et chaque personne imagine un truc différent. Donc dès qu'on met une caméra, on réduit cet univers. Alors, quand on met une caméra qui est presque une caméra de surveillance, c'est-à-dire il y a des plans fixes, on voit un bout du studio sous un angle et ça bouge pas, quelque part on n'en dit pas suffisamment pour totalement décevoir. Mais il faut faire attention. Parce que je pense que si on va trop loin dans la radio filmée, on finit par faire une émission de télé, mais qui n'est pas vraiment une émission de télé, donc il n'y a pas la qualité d'une émission de télé. Et quand bien même il y aura la qualité d'une émission de télé, ça serait plus de la radio. Donc moi vraiment j'ai du mal avec ça. Je pense que la caméra dans le studio, premièrement, elle n'est pas indispensable. Et deuxièmement, si elle est présente, il doit y avoir un minimum de stratégie pour garder une part d'imagination. Il faut pas tout montrer. Donc c'est très subtil en fait. L'histoire c'est même contradictoire. C'est je vois sans trop voir. Après dans l'usage, je pense que les gens regardent 10 secondes, ils entendent une voix, ils se disent tiens il a quelle tête celui-là. Ils regardent 10 secondes et puis en fait ils continuent à faire autre chose parce que la radio ça s'écoute en faisant autre chose. C'est pas l'intérêt de la radio. Alors vous qui avez été animateur radio, aujourd'hui on vous proposerait une émission de radio. Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme émission de radio? Quelle serait la thématique de cette émission? Alors, j'y ai pas du tout réfléchi. Je serais tenté de vous dire, pour simplifier, de dire n'importe quelle émission de radio, je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce que je crois que quand on anime une émission de radio, c'est ce qui est beau dans le mot animer, on met de la vie, et on peut mettre de la vie en présentant des disques, on peut mettre de la vie en commentant des discours politiques, on peut mettre de la vie en racontant des choses merveilleuses qui se passent sur Terre, des inventions, des choses incroyables que l'être humain a su fabriquer, qui est capable du pire, mais aussi capable du meilleur. Donc je pense que la palette, elle est très large. Ce que je crois, si je devais mettre un mot qui synthétise 100% des typologies d'émissions, il faut que ça soit pertinent. Je crois plus aux émissions qui servent à rien. Voilà. Ça veut pas dire que une émission musicale, elle sert à quelque chose. Elle transmet de l'émotion. Donc si je présente une émission musicale, mon propos doit rajouter à cette émotion. Parce qu'il va raconter un petit bout de l'artiste, un petit bout de comment il a fait cette chanson-là. Et puis à un moment donné, il faut savoir se taire parce qu'on va enchaîner des morceaux tranquillement. Mais on est quand même présent parce qu'on n'est pas tout seul quand on écoute la radio, parce qu'on sait qu'il y a un animateur, on sait qu'il y a d'autres auditeurs qui écoutent. Ouais, cette petite ambiance comme ça très humaine qu'il faut arriver à faire exister. Et puis à l'inverse, si on est vraiment dans une émission de talk, on peut pas avoir des paroles de comptoir et raconter tout et n'importe quoi qui n'est pas intéressant, que nous savons tous déjà, ou qui reflète simplement nos préjugés. Moi, qu'on me répète à la radio mes préjugés, ça m'intéresse pas. Qu'on me fasse la leçon, ça m'intéresse pas trop non plus, pour d'autres raisons. Mais qu'on soit comme moi, à me dire des choses et en me disant, mais tu sais, Jean-Éric, je te raconte un truc là, tu crois savoir ça, mais finalement, quand tu creuses un peu, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt un peu comme ça. Ça m'intéresse. Voilà, bousculer un petit peu mes préjugés, ça m'intéresse. Mais doucement, parce qu'il faut me respecter. Parce que si j'ai des préjugés, c'est aussi qu'on m'a inculqué des préjugés. Donc c'est un peu facile de me faire la leçon de morale sur mes préjugés qu'on m'a quand même inculqué. Et ce on, c'est un peu le discours politique quand il est démagogique, c'est aussi l'école quand elle est inadaptée, c'est quand même largement la société, c'est pas que ma faute.
Hein, je peux me documenter, c'est vrai, je peux habiter dans les bibliothèques. Je sais que ça, c'est beaucoup dans le discours politique pour nous culpabiliser. Dans la vraie vie, j'habite pas dans la bibliothèque. Dans la vraie vie, je fais un travail. Dans la vraie vie, je perds beaucoup de temps pour aller à mon travail parce qu'on n'a pas trop prévu qu'il fallait remplacer le RER, qu'on n'a pas trop prévu qu'il fallait faire des routes différentes, qu'on n'a pas trop prévu qu'il fallait faire des parkings au bon endroit, etc. On n'a pas trop prévu beaucoup de choses en se disant les gens vont se démerder, le temps de trajet il passe de 5 minutes à un quart d'heure, d'un quart d'heure à une demi-heure, d'une demi-heure à une heure, d'une heure à 2 heures. C'est pas grave, c'est pour nous les beaufs. Donc j'aime pas beaucoup la culpabilisation dans le discours, vous voyez. Ça c'est totalement inapproprié. Ouais, tout à fait. Nous ne sommes pas coupables de ce qui nous arrive. Quelque chose qui ouvre au débat, quoi. Quelque chose qui ouvre au débat et quelque chose qui permet aussi de s'améliorer et de grandir. Bienveillant. Ouais, de bienveillant, ouais, c'est ça, voilà. Qui permet de grandir, qui est bienveillant parce qu'on n'a pas de leçons à donner aux gens. Je pense que chaque personne est responsable, chaque personne a le talent qu'il faut pour vivre sa vie. Je dis pas que chaque personne vit la meilleure vie qu'il pourrait vivre, parce que c'est justement notre problème, c'est de s'accomplir et on a du mal à s'accomplir. Si on écoute quelque part les mauvaises voix, ben on aura du mal à s'accomplir. On va s'enfoncer éventuellement, hein, quand on est dans les extrêmes qui soient religieux ou qui soient politiques, ils nous rabaissent. Quand on est dans l'ouverture, dans la bienveillance, dans la contradiction, etc., on va grandir et on est tous aptes à grandir. Donc c'est ça que je trouve intéressant. On va dans des émissions et on peut le faire avec une émission musicale, on peut le faire avec une émission talk, on peut le faire avec une émission politique dans n'importe quel. Enfin voilà, on peut. Donc voilà, moi je crois beaucoup au rebond, c'est-à-dire qu'on présente une émission, on rebondit sur la vie autour de nous. C'est pas figé, c'est pas forcément écrit trop à l'avance, c'est dans l'actualité, dans la vie du moment, et c'est vraiment de pas cultiver les préjugés des gens, et c'est le reproche numéro 1 dramatique que je fais aux réseaux sociaux, c'est de cultiver nos préjugés, de nous enfoncer dans nos préjugés. Historiquement, c'est jamais arrivé sur la planète humaine, jamais, d'avoir la puissance industrielle d'enfoncer les préjugés dans la tête des gens. On pouvait pas le faire avant matériellement. Les dictateurs l'auraient rêvé, mais ils n'ont jamais vraiment réussi à le faire, parce que quand un dictateur meurt, la dictature disparaît à peu près en même temps. On revient à une situation plus normale, même s'il y a des heurts, des conflits, parfois des guerres civiles, hein, mais on revient à une autre normalité. Mais par contre, les réseaux sociaux, c'est vraiment établir pour moi, ce sont des vecteurs irresponsables. C'est juste irresponsable. Allez, par des irresponsables. On va terminer avec la dernière question, effectivement, des experts. Donc la question que tout le monde attend, qui amuse beaucoup l'audience. Comment vous trouvez ma façon d'interviewer les gens, Jean-Éric Valli? Je trouve qu'elle est très amicale et très vivante. J'ai un peu eu l'impression que les questions s'enchaînaient assez naturellement, un peu comme si on avait une conversation tous les deux. Donc quelque part, ça incite à dire des choses peut-être qu'on n'aurait pas dit dans d'autres circonstances plus institutionnelles. Voilà, un peu comme ça à chaud, ce que ça m'inspire. Et moi, je rajouterais effectivement que c'est une rencontre inspirante. Voilà. On parlait de pertinence tout à l'heure, mais c'est inspirant également. Ouais. J'espère. On a beaucoup à faire. Tous ensemble. Tout à fait. Un dernier petit mot concernant les Indés Radio, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Quelles sont les actions les plus importantes qu'on peut répéter effectivement au grand public et aux gens de la radio pour les Indés Radio? Alors, les Indés Radio, c'est un outil formidable pour l'indépendance de la radio en France. Ça permet à des PME de la radio d'avoir des ressources financières substantielles. La moitié à peu près de nos revenus, c'est à l'échelle collective, hein, c'est les Indés Radio avec la publicité nationale. Il y a des radios où c'est plus de 50%, des radios c'est moins de 50% selon la typologie des radios. C'est aussi un outil pour être très fort dans le digital, parce qu'en fait, grâce aux Indés Radio, on développe collectivement des outils digitaux qu'on aurait du mal à faire dans chaque PME de radio. Donc c'est vraiment ce vecteur-là. Et je crois que c'est aussi une dimension un peu plus intellectuelle, dans le très très bon sens du terme, c'est que nous sommes très souvent dans des réunions de travail aux Indés Radio. Il y a une grande convention annuelle où on se voit tous ensemble. Il y a des réunions régionales où on se voit ensemble, des conventions régionales où on se voit dans un plus petit comité. Et il y a de plus en plus des groupes de travail, voire des moments où on se rencontre les uns les autres. Et quand on est à plusieurs, on réfléchit encore plus fort. Donc il y a cette dimension de réflexion qui est qui a l'air, qui est formelle quand on est dans les conventions, mais qui est très informelle quand on est dans les autres moments.
mais qui compte beaucoup. Et je crois que c'est un atout pour la radio indépendante de pouvoir partager avec des confrères sur le terrain des idées, des réflexions, des expériences. Donc c'était quelque chose qui n'était pas vraiment imaginé au début, parce qu'au début on a surtout pensé à la publicité nationale. Ensuite on a découvert qu'on pouvait faire des choses ensemble sur le digital et on a créé des tas de choses digitales en commun. Et maintenant on est en train de se rendre compte que qu'on reste, tout en étant des concurrents, on peut partager des expériences et on peut grandir ensemble sur des idées nouvelles pour la radio, parce qu'on est nombreux, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a une idée. Et que même la mauvaise idée de quelqu'un, elle fait réfléchir le suivant à une meilleure idée à partir de cette base-là. Donc c'est très vivant, c'est très intéressant. Merci en tout cas Jean-Éric Valli d'avoir prêté vos propos aux experts. Si vous aussi vous voulez être interviewé, que vous faites partie du monde de la radio, que vous avez un poste éminemment important effectivement au niveau du sein de la radio, des médias, ben vous pouvez me contacter sur contact@libre-antenne.fr. Notez bien sur vos tablettes contact@libre-antenne.fr. Je vous donnerai la parole. Et puis si vous avez un métier ou une passion, bien vous pouvez également me contacter. Vous passerez au micro effectivement des experts et on découvrira votre expertise. Merci Jean-Éric Valli. Ça a été un super moment effectivement de radio qu'on a passé ensemble, et puis je pense qu'on a appris plein de choses sur votre personnalité, sur qui était derrière les Indés radios, qui effectivement était derrière Radio Player, et on va dire longue vie effectivement à ces entités-là, et bon vent comme on dit du côté de la Bretagne. Oui, merci beaucoup. Merci, au revoir, et au revoir à vos auditeurs également. Merci.